Bonjour à tous, merci d'être ici en présentiel et en digital pour cette table ronde Quel avenir pour l'investissement socialement responsable. Donc je vous propose de faire un petit tour des participants, vous présenter en quelques mots. Tu peux commencer, Marianne, si tu veux. Oui, bonjour à tous. Je suis Marianne Vincent, donc je suis VP Climate Finance chez Sweep. Sweep, c'est une plateforme SaaS qui permet d'accompagner les acteurs entreprises et financiers à piloter leur stratégie climat et ESG. Donc, on aide à faire les bilans carbone de toutes leurs activités sur toute leur chaîne de valeur et à piloter la réduction de leurs émissions. Je suis Leroy, je dirige les activités de conseil d'Etifinance. Etifinance est une agence de notation ESG, de conseil ESG, travaillant à la fois pour les entreprises et les acteurs financiers. Et bien entendu, nous sommes depuis près de 20 ans sur ces sujets. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Mathieu Silva Santos, du coup je suis responsable de la gestion privée de l'ISR chez Goodvest. Goodvest, on a une entreprise à mission, FinTech à mission même, qui propose des solutions d'investissement engagées pour l'environnement. On a la particularité aujourd'hui de proposer le premier contrat d'assurance vie à destination d'épargnants à partir de 300 € aligné sur l'accord de Paris, avec notamment une stratégie d'exclusion sectorielle. Voilà. Et Arthur Cluet, senior manager chez BDO, et je travaille sur tous les sujets finance, data, climat sur ce triptyque. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'investissement socialement responsable, parce qu'on sait que la finance a un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. Ça a été rappelé dans la dernière synthèse du rapport du GIEC. On sait aussi que l'investissement socialement responsable, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de labels, beaucoup de réglementations différentes sur les fonds, sur les entreprises. Donc, on va essayer de voir un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte, qu'est-ce qui est important et comment ça pourrait évoluer dans le futur. Donc, pour commencer, je vous propose de discuter un peu de la réglementation, de tous ces logos aussi, ISR, ESG, taxonomie, SFDR, c'est beaucoup d'acronymes, c'est pas forcément évident pour tout le monde, et ça s'adresse pas aussi aux mêmes personnes, aux entreprises, aux fonds, etc. Et pour commencer, je te propose, Mathieu, de nous dire un peu, de nous donner ton avis sur ce que c'est l'ISR, ce que c'est l'ESG, comment c'est pris en compte aujourd'hui chez Goodvest, mais aussi en général sur la place. C'est très vaste. Effectivement, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, ce qu'on dit toujours, c'est que les épargnants, en tout cas, peuvent être un petit peu perdus face à tous ces acronymes. Tu les as rappelés, ISR, ESG. Ce qu'il faut avoir en tête, si on parle de l'ESG, on parle justement de ces facteurs d'analyse de la performance, on va dire, extra-financière d'une société ou d'un fonds d'investissement ou même d'un conseiller en investissement pour justement proposer les placements les plus durables, en tout cas à ses clients. Donc ça, c'est vraiment le pilier, en tout cas, de l'analyse extra-financière, ce sont ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui permettent justement de qualifier, en tout cas, de choisir le meilleur placement ou la meilleure entreprise. Le label ISR, donc l'ISR, c'est encore autre chose. Il y a à la fois l'acronyme qui qualifie l'investissement socialement responsable et également le label en tant que tel, donc qu'on connaît aujourd'hui, le label ISR, qui est un des labels les plus connus aujourd'hui en France et qui est même, il me semble, le plus ancien, qui permet justement de qualifier la durabilité d'un investissement, d'un fonds ou d'un placement financier d'un point de vue général. Ce label ISR, bien évidemment, il se base sur des critères environnementaux, sociaux, alors, ou de gouvernance, parce que c'est rarement les trois, ou en tout cas c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir satisfaire ces trois critères. Donc ce label ISR, justement, qui est une sorte d'étiquette qui avait été lancée par le ministère de l'économie, et cette étiquette justement qui permet de qualifier l'engagement, en tout cas environnemental aujourd'hui d'un fonds, qui est très vaste, qui est assez, je dirais pas controversé, mais qui est remis en question aujourd'hui régulièrement. Parce que peut-être que le label ISR aujourd'hui n'est pas suffisamment exigeant, en tout cas sur le plan écologique. En tout cas, ça, c'est notre conviction chez Goodvest. Pourquoi aujourd'hui? La raison, elle est assez simple. Ça tient potentiellement compte à la méthodologie aujourd'hui de sélection qui est essentiellement basée sur ce qu'on appelle du best in class. Donc, qu'est-ce que c'est du best in class? C'est tout simplement prendre les meilleures entreprises parmi chaque secteur d'activité et ne pas justement mettre en place de critères d'exclusion, qui est selon nous un prérequis nécessaire si on souhaite faire de l'investissement responsable, c'est de pouvoir aujourd'hui exclure justement des sociétés qui ne sont pas suffisamment engagées, en tout cas des secteurs d'activité qui ne sont pas
compatible avec les engagements. Marianne l'a rappelé, pardon, Arthur, tu l'as rappelé notamment avec le GIEC, qui ne sont pas justement suffisamment exigeants par rapport à ces objectifs qui ont été fixés. Donc, le label ISR, voilà, qui est très vaste, qui est en pleine refonte aujourd'hui depuis quelques mois. Ça traîne un petit peu, c'est un peu notre avis, ça traîne beaucoup. On ne sait pas encore quels vont être les tenants et les aboutissants de ce label. On parle d'exclusion sectorielle, notamment d'exclusion des énergies fossiles. On a uniquement parlé des énergies non conventionnelles. Est-ce que ça va englober toutes les énergies fossiles? Est-ce qu'on va avoir un réel suivi de l'impact environnemental des fonds d'investissement? Ça, c'est quelque chose qui est encore en discussion. Et donc voilà, un petit peu l'état des lieux, en tout cas, sur la partie ISR aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette explication très claire. C'est très bien, ça nous amène un peu à notre deuxième sujet, la réglementation SFDR. Puisque tu parlais d'exclusion, etc., est-ce qu'il faut prendre en compte des entreprises qui investissent dans les énergies fossiles, même si elles ont d'autres projets, par exemple, à côté, qui peuvent être plus durables. Et c'est un sujet qui est ressorti dans l'actualité il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y a eu un rapport de l'AMF sur la classification des fonds SFDR et sur le fait que les différents fonds pouvaient malgré tout investir dans des énergies fossiles. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Marianne, sur cette réglementation SFDR? Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça pourrait changer aussi? Enfin, déjà, qu'est-ce que ça a changé, parce qu'elle est déjà en cours, mais vers où ça nous mène, cette réglementation? Oui, effectivement. Donc SFDR, ça fait partie de la politique environnementale de la Commission européenne. Donc ça s'inscrit dans d'autres initiatives comme la taxonomie européenne et la réglementation CSRD pour les entreprises. L'idée, c'est vraiment d'apporter beaucoup plus de transparence pour les épargnants, d'être un peu anti-greenwashing pour justement expliquer ce qu'il y a à l'intérieur des fonds et surtout d'harmoniser. On voit que Mathieu a bien expliqué le label ISR en France, mais il y a d'autres labels dans d'autres pays européens. Et au final, la réglementation SFDR va permettre en fait d'harmoniser un peu la définition de ce que c'est qu'un fonds durable pour tous les fonds distribués en Europe. Donc, ce n'est pas forcément que les fonds européens, ça peut être des fonds américains, des fonds asiatiques, des fonds UK qui vont distribuer aux épargnants, par exemple français, sur le territoire français. Donc, finalement, c'est bien d'harmoniser, mais tout le fond qui était quand même et toute l'ambition qui était louable, aujourd'hui, on voit que c'est un peu complexe quand même, parce que une partie de la réglementation SFDR, c'est justement la classification des fonds. Article 6, article 8, article 9, donc tout le monde commence à en entendre parler dans la presse, notamment parce que l'article 9, c'était les fonds qui étaient les plus, la réglementation la plus stricte, avec des entreprises qui ont déjà effectué leur transition, avec des parts alignées vertes assez importantes. Et en fait, au final, il y a beaucoup de fonds article 9 qui ont été déclassés en article 8 parce que justement, aujourd'hui, la définition de ce qu'est un investissement durable ou calculer en fait la part d'alignement du fonds, c'est pas si facile que ça pour les sociétés de gestion. Et donc, cette peur un peu du greenwashing fait que beaucoup ont rétro-pédalé et ont décidé de plus classer leurs fonds article 9. Après, article 6, c'était un peu les fonds les plus génériques. Et article 8, c'était des fonds qui commençaient à intégrer des critères ESG. Donc, on retrouvait un peu cette logique de comment faire de l'ISR en intégrant des métriques ESG. Au final, en voulant faire peut-être trop compliqué, on a un peu été contre-productif, je pense, sur la réglementation SFDR parce que ça a amené beaucoup de méfiance en fait sur la classification de ces fonds. Il y a aussi toute la partie métrique, les fameux PAI, les principal adverse indicators, qui permettent en fait d'harmoniser aussi la définition de comment reporter l'impact. Donc ça, c'est bien, mais aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de sujets sur la collecte de données, comment les calculer, l'harmonisation. Donc c'est vrai que ce besoin de transparence, ce besoin d'harmonisation, il est clair. Est-ce que finalement SFDR a répondu complètement à la question? Pas forcément. Mais voilà, c'est en tout cas en place depuis le 1er janvier 2023. On verra les premiers rapports en juin, voir ce que ça donne. Là, c'est une question un petit peu plus ouverte, mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir article 6, article 8, article 9, quand on s'y connaît et quand on est quelqu'un du monde professionnel de la finance, ça peut être lisible, mais pour un épargnant lambda ou même quelqu'un un peu moins bien renseigné, c'est pas forcément très lisible. C'est compliqué de se dire, je sais pas, l'article 8, c'est avec des critères d'investissement responsable, mais c'est pas le but premier. L'article 9, c'est le but premier. Comment est-ce qu'on s'y retrouve un peu là-dedans? Et quel est votre avis là-dessus? Je vais peut-être prendre
la parole là-dessus, et puis je parlerai de la taxonomie après. Je suis scénarisé, il faut le dire. Donc, il y a MiFID, il y a une autre réglementation qui impose aux professionnels qui distribuent des produits aux particuliers d'identifier quelles sont, à l'instar de leur appétence ou de leur appréhension du risque financier, on est supposé leur demander leur souhait en matière de finances durables. Donc, il y a un conseiller qui est supposé les aider à choisir. Donc, cet écueil, il est aussi vrai pour la finance durable que pour la finance en général. C'est-à-dire que c'est toujours assez complexe de s'y retrouver en matière de produits financiers. Les labels, tout ceci sont faits pour aider. Il n'en demeure pas moins vrai que pour beaucoup d'épargnants, c'est au travers de leur professionnel qui, lui, est supposé bien connaître ces éléments que le choix doit se faire. Après, on peut quand même saluer la volonté au niveau européen, et pas simplement au niveau français, c'est bien au niveau européen maintenant, d'avoir une lecture transversale qui permette d'identifier ces différences entre les fonds et ainsi permettre à l'investisseur, bien conseillé lorsqu'il est particulier, de pouvoir s'y retrouver. Mais ce n'est pas simple, on est sur une matière très neuve, très mouvante, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, on est en train de créer un pan de la nouvelle finance, et ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Très bien, merci beaucoup. J'aurais une deuxième question. On a parlé d'article 8, d'article 9, d'exclusion de best in class. On a vu, par exemple, dans le dernier rapport de l'AMF, qu'il y a encore des fonds, article 9, qui sont donc censés être des fonds qui ont pour objectif prioritaire le développement durable, qui avaient quelques énergies fossiles, enfin des titres liés à des énergies fossiles, du charbon en portefeuille. C'est pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Est-ce que pour vous, c'est possible d'avoir un investissement qui est durable avec, par exemple, des énergies fossiles dedans? Alors, je vais peut-être rebasculer sur la taxonomie. Ce sera une bonne occasion de revenir sur le sujet. Au niveau européen, donc, dans ce paquet qui a été évoqué précédemment, il y a un règlement européen qui a eu pour objectif de définir ce qu'était une activité verte. Et donc, un certain nombre d'éléments ont été mis en place pour déterminer des activités qui sont durables par nature, d'autres qui sont en transition. Par exemple, par exemple, du ciment. Aujourd'hui, on ne sait pas fabriquer du ciment de façon durable. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait évoluer? Et puis, ce qu'on appelle des activités habilitantes, je ne sais pas, la production de batteries pour les voitures, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Donc, ces trois activités au niveau des entreprises, ces dernières, en fonction de leur taille, doivent déterminer leur part de chiffre d'affaires, la part de dépenses opérationnelles et dépenses d'investissement qui sont dans une de ces activités. Et elles doivent déterminer si elles sont ou non, donc elles sont éligibles, si elles sont ou non alignées. Pour être alignées, il y a des critères techniques qui vont évoluer dans le temps, qui permettent de dire, bon, bah, dans l'état actuel de nos connaissances ou des normes, cette activité est éligible et elle est alignée au niveau de la taxonomie. Donc l'idée derrière ceci, c'est de laisser un peu de temps à un certain nombre d'industries de pouvoir s'adapter. On ne peut pas du jour au lendemain tout mettre à la poubelle. Alors après, bien entendu, il y a déjà des fonds qui pratiquent des exclusions plus ou moins fortes. Si on prend un parallèle en matière de label ISR, il y a le label ISR immobilier, par exemple, qui on peut faire labelliser des fonds avec des bâtiments entièrement neufs sur les nouvelles normes qui sont parfaitement adaptées à la basse consommation, etc. Mais il y a aussi un certain nombre de fonds labellisés ISR qui sont là pour rénover. Et donc, il ne faut pas oublier cette phase de transition. On est en train de faire muter une partie de l'économie et des activités. Donc, il y a des activités qui sont durables par nature. Il y en a certaines, il n'y a pas de sujet, le service à la personne, il n'y a pas de problématique de durabilité du point de vue environnemental. Et il y a des activités qui sont en transition, qui devront évoluer ou s'échouer parce qu'elles ne pourront plus rentrer dans le cadre de ces réglementations. Merci beaucoup. Donc, on comprend qu'il y a beaucoup de différentes réglementations qui s'appliquent aux différents acteurs, qu'il y a tout ça, c'est très en mouvement et ça évolue assez vite. Et l'objectif, c'est de définir la finance de demain. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être un petit peu des axes pour regagner la confiance des investisseurs? On entend beaucoup de greenwashing. Parfois, on a l'impression que, je sais pas, un fonds en investissement est vert et le lendemain, en fait, pas du tout. Voilà, on discute déjà depuis un quart d'heure sur quels sont les critères, quelles sont les réglementations, comment les prendre en compte, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. D'après vous, qu'est-ce qui est important pour le futur et même un peu dès aujourd'hui à prendre en compte dans cet environnement de la finance durable? Et on peut peut-être commencer par parler du point de vue des épargnants. Donc, c'est-à-dire quand on est un épargnant, qu'est-ce que l'on doit regarder? Qu'est-ce qui est important
pour ne pas se tromper, tout simplement. Mathieu, je te laisse, pardon. C'est à moi. Pour revenir à ce que tu disais, effectivement, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la transparence vis-à-vis de l'épargnant. On a beaucoup parlé, on a évoqué SFDR, taxonomie, ISR, ESG. Un épargnant aujourd'hui qui veut placer son argent ne comprend strictement rien à tout ça. Donc c'est nous, professionnels de l'investissement, professionnels de la finance, qui devons faire preuve de transparence et de pédagogie également vis-à-vis de ce client-là. Il y a un point qui a été abordé. On a parlé de solutions de transition. Pareil, ça, c'est des choses qui doivent être expliquées au client final. Quand on parle, tu as parlé de l'étude de l'AMF, notamment sur le fait que certains articles 9 étaient encore impliqués dans certaines sociétés dans les énergies fossiles. Ce qu'a fait l'AMF, et c'est un travail qui a été assez incroyable, c'est qu'ils ont également tenu compte des plans de transition de chacune de ces sociétés. Et ils ont qualifié la crédibilité d'un plan de transition. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important et on doit l'expliquer à un épargnant. C'est-à-dire que quand on a une société qui peut-être est encore impliquée dans le fossile pour une petite partie de son chiffre d'affaires, on doit faire comprendre à l'épargnant, de manière pédagogique et transparente, que cette société, oui, elle a encore certains actifs qui sont charbon, gaz ou pétrole ou autre, mais qu'elle est en train de mener un réel plan de transition, de sortie crédible des énergies fossiles. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour nous, d'un point de vue, et c'est tout le travail qu'on fait d'ailleurs chez Goodvest, c'est d'être très transparent sur tous nos investissements. Quand on parle, nous, on a une démarche qui est très scientifique, c'est-à-dire qu'on analyse l'empreinte carbone de l'ensemble des sociétés, de l'ensemble de nos fonds d'investissement sur les 3 scopes pour analyser finalement une trajectoire, pour avoir une trajectoire de réchauffement climatique. Donc nous, les sociétés, on les choisit pas, mais on est quand même transparent vis-à-vis des épargnants en leur disant, voilà, telle société fait partie de tel fonds. Et on se justifie même sur le fait qu'il y ait telle société ou telle société dans tel fonds. Donc on fait tout ce travail et je pense que les intermédiaires financiers, les conseillers en gestion de patrimoine doivent avoir également cette transparence et cette pédagogie vis-à-vis de leurs épargnants, tout simplement pour leur expliquer les tenants et les aboutissants et le fait également que chaque secteur a ses enjeux. Aujourd'hui, un monde à 2 degrés, ce n'est pas un monde qu'avec des éoliennes, entre guillemets. Tous les secteurs doivent participer à cette transition. Tous les secteurs ont un but clair pour favoriser cette transition climatique. Donc voilà, donc d'un point de vue de l'épargnant, je me suis un peu éloigné, mais d'un point de vue de l'épargnant, pour moi, ce qui compte, c'est la transparence et la pédagogie, et c'est pour moi le prérequis si on veut regagner la confiance des épargnants, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui, il y a certaines études qui le montrent, la crainte du greenwashing et le manque d'information sont les principaux freins à l'investissement responsable. Donc si on veut favoriser cette transition et regagner la confiance des épargnants, c'est le seul moyen, c'est la transparence. Enfin, c'est un des moyens, pardon, la transparence en tout cas, et la pédagogie. Et est-ce que tu penses que le futur label ISR, il peut prendre en compte tous ces critères? Est-ce qu'il peut être plus difficile, si j'ose dire, pour prendre en compte tous ces critères et au final avoir, en France tout du moins, un premier, un tampon? On sait que quand on investit dans un fonds qui a un label ISR, je sais pas, il y a de l'exclusion et tous ces grands principes sont respectés, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui comme on le comprend. On l'a fait avec le label Greenfin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un épargnant, et nous on le voit, on a des épargnants souvent qui nous demandent est-ce que tous vos fonds sont labellisés Greenfin? Parce qu'on sait que le label Greenfin aujourd'hui est un gage de qualité. Il y a une stratégie d'exclusion sectorielle, énergie fossile, nucléaire. Il y a une limitation dans certaines sociétés qui travaillent avec des sociétés qui sont encore impliquées dans les énergies fossiles. Donc on a réussi avec Greenfin. Moi, je pense que ISR et Greenfin, c'est 2 logiques totalement différentes. Et le label ISR, justement, en tout cas je l'espère, mais demain, on a déjà un label qui est très, très restrictif. Et d'ailleurs, quand on parle avec des sociétés de gestion étrangères, ils nous disent que le label ISR aujourd'hui en France, il est déjà très exigeant pour nous. Sauf que nous, Français, on considère qu'il n'est pas assez exigeant. Donc, je pense qu'il peut être encore plus exigeant, justement. Ce qu'il faut, c'est un plan d'action concret, que la société de gestion, effectivement, qui veuille se faire labelliser ISR, mette en place un plan d'action concret de réduction de ses émissions, une stratégie d'exclusion sectorielle qui est pour moi primordiale, tout en restant pragmatique, effectivement. Et ça reprend ce que je disais tout à l'heure avec justement l'analyse des plans de transition, la crédibilité des plans de transition. Mais pour moi, pour répondre à ta question, oui, ça doit devenir un tampon de manière à justement toujours regagner la confiance des épargnants à la fin. Donc on comprend bien ce qui se passe du point de vue des épargnants et ça semble assez clair aussi que pour faire tout ce travail, il faut quand même avoir beaucoup de transparence du côté des entreprises et des titres financiers liés à ces entreprises. Parce que je dis entreprise, mais ça peut être aussi de l'État, etc. Donc il y a beaucoup de choses différentes, mais ça implique beaucoup de transparence. Est-ce que c'est le vecteur suivant pour pouvoir appliquer ce que vient de dire Mathieu? Je ne sais pas si...
Oui, alors moi, je suis complètement en ligne avec ce qu'ont dit Mathieu et Xavier. Je pense que ce qui est écrit dans les accords de Paris et puis la réglementation et les réglementations, c'est comment mieux réorienter les flux financiers vers une économie bas carbone, vers la transition vers une économie bas carbone. Donc, en fait, du jour au lendemain, on ne peut pas exclure tous les investissements dans les énergies fossiles. Il faut mieux accompagner effectivement ces acteurs à sortir de ces énergies fossiles et à réadapter leur business model. Et donc ça, on en aura besoin. Sinon, demain, tout le monde se fait racheter par des fonds vautours qui en auront encore moins à faire sur le climat que les investisseurs actuels. Donc, il y a vraiment une logique de dynamique, de pilotage. Et pour faire du pilotage, il faut pouvoir avoir de la donnée et pouvoir la quantifier. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se dire, je vais investir uniquement dans des énergies renouvelables. Comme ça, je suis sûr que mon fonds est vert. Mais pour faire des éoliennes, il faut de l'acier, il faut du transport, il faut des infrastructures. Donc, en fait, on ne va pas du jour au lendemain arrêter de produire, de se déplacer, de manger, d'avoir des matières premières, etc. Donc, il faut quand même vivre dans une réalité. Et donc, comment mieux accompagner tout ça? Effectivement, nous, c'est pour ça qu'on a développé une plateforme, justement, parce que le climat, c'est avant tout un problème de données. Donc, au-delà de faire un bilan carbone, c'est comment je pilote ma réduction, comment je pilote ma trajectoire et comment je peux partager cette trajectoire avec mes investisseurs pour lever des fonds et être plus transparent. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une logique de dynamique, effectivement de plan de transition, de voir si je suis en ligne avec le plan de transition que j'ai annoncé, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu beaucoup d'annonces de net zéro ou d'alignement, mais au final, qu'est-ce qui est actuellement mis en place aujourd'hui pour y arriver avec des plans concrets? Il y a une analyse de CDP qui disait que finalement, il y avait il y avait 0,4% des entreprises qui répondaient au CDP qui avaient vraiment un plan sérieux de transition pour être alignées. Donc finalement, on se pose aussi des questions sur j'ai fait des annonces, mais concrètement, qu'est-ce que je mets en place? Donc, il faut pouvoir piloter cette information. Après, il y a aussi des outils, des instruments financiers comme les SLL, les Sustainability Linked Loans, donc pour le non-côté, ou le SLB pour le côté. Mais qu'est-ce qui est quantifiable? Aujourd'hui, on peut se dire, je vais réduire de X% pour avoir mon taux premium. Comment je pilote cette information? Comment je vois que tous les ans, j'ai atteint mes objectifs? Il y a beaucoup de notions de quantifier, de tiers externes pour auditer tout ça. Donc, je pense que la transparence viendra aussi par beaucoup de quantification pour être sûr que finalement, tout ce qui a été promis est effectivement mis en place. Sur le côté, il y a beaucoup d'informations disponibles. Sur le non-côté, c'est très compliqué parce que les petites entreprises, les startups aujourd'hui font pas forcément de bilan carbone ou ne font pas de rapports extra-financiers qui sont publics. Donc, il faut vraiment travailler aussi avec ce manque de données. Donc, d'où aussi comment mieux accompagner. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagement actionnarial des fonds cotés, mais il ne faut pas oublier qu'un fonds de private equity peut avoir beaucoup d'influence aussi sur ces sociétés qui commencent, qui peut justement prendre des bonnes habitudes dès le départ pour croître durablement, même si du coup, ça, je pense que c'est un oxymore. Mais voilà, en fait, c'est comment prendre des bonnes habitudes dès le départ pour être sûr que la société aura de l'impact. Et donc, tout ça, c'est pareil, ça peut être fait main dans la main entre l'investisseur et l'entreprise. Oui, pour qu'on peut tout à fait d'accord, le maître mot, c'est la transparence et j'ai envie de dire l'honnêteté sur la limite de ce qui est proposé et la limite aussi des modèles qui sont utilisés en sachant que c'est une matière assez nouvelle. Hein, c'est tous ces éléments liés au climat, aux mesures carbone. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas. La finance durable, c'est nouveau. Donc, premièrement, c'est la transparence. Deuxième élément, n'oublions pas que les investisseurs, ils ont leurs propres besoins. Un assureur, son métier, c'est d'assurer. Un gestionnaire d'actifs pour compte de tiers, c'est géré pour compte de tiers. Et même l'épargnant final, il a plutôt envie d'accompagner sa fin de vie avec une retraite ou une épargne, ou bien de pouvoir mettre de côté pour les enfants, que sais-je encore. Il a donc des attributs liés à la volonté de son investissement. Tout ça pour dire qu'il faut aussi jongler avec cette obligation et on ne retrouve pas nécessairement toutes les solutions immédiatement disponibles. Alors, je prends un exemple. Private equity, c'est beaucoup plus simple de faire un fonds article 9 avec une stratégie très simple, avec des objectifs très précis, et avoir, fussent-elles des entreprises de l'autre côté, avoir un ensemble d'informations qui permettent de vérifier. Sauf que tout le monde ne peut pas investir, et ça n'aurait pas de sens, dans du private equity liquide avec un niveau de risque. On a aussi besoin d'investir dans des marchés obligataires liquides, dans des marchés monétaires, où on ne trouve pas nécessairement à l'instant T toutes les informations, toutes les solutions. Et puis le troisième élément, il n'y aura pas de transparence du côté des profits financiers s'il n'y a pas de transparence du côté des entreprises et des actifs.
Il y a une vraie différence, en effet, entre les grandes et les petites entreprises. Elles n'ont pas les mêmes moyens de communication, de formalisation. Souvent, c'est la formalisation qui est importante. Et puis, bien entendu, il y a cette différence entre le monde du côté et le monde du non-côté. Et quand on arrive sur des actifs immobiliers ou sur des produits un petit peu plus complexes, sur certains, je ne sais pas moi, des CLO, ce que sais-je encore, des produits structurés, c'est encore plus difficile d'aller chercher les éléments d'information. Donc, tout ceci n'est pas simple. Nonobstant, il y a une réglementation, là encore, nouvelle en Europe qui va commencer à s'appliquer, qui s'appelle CSRD, et qui va renforcer encore l'obligation faite aux entreprises cotées et pour les entreprises non cotées en fonction d'un critère de taille en Europe, qui va rendre obligatoire de communiquer un certain nombre d'informations, et notamment de communiquer sur leurs activités dites durables. Et ça, c'est un point qui va, a priori, faciliter la vie de ceux qui investissent en ayant accès à plus d'informations, et notamment plus d'informations en matière de transition. Parce que finalement, aujourd'hui, et vous avez tout à fait raison de le dire, c'est assez, enfin, finalement, ça semble très compliqué, mais c'est assez simple. On voit qu'il y a des activités qui sont vertes par nature, on voit très bien qu'il y en a certaines qui vont disparaître, on a du mal à voir comment elles vont pouvoir muter, et puis il y a tout un ensemble d'activités absolument indispensables qu'il va falloir faire évoluer dans l'industrie, dans l'agriculture, pour pouvoir s'adapter aux nouvelles exigences afin de protéger notre planète. C'est bien cela qui est important, et ce n'est pas toujours simple de vérifier si un objectif est crédible, ce n'est pas toujours simple d'utiliser tous ces éléments. Peut-être doit-on retenir finalement, au-delà des chiffres en eux-mêmes, l'axe vers lequel on va, la direction qu'on a prise sur la volonté de transparence, de communiquer, de mesurer des différences, de se comparer, de benchmarker. Au-delà de tout ça, finalement, c'est comme un progrès formidable que d'avoir obtenu plus d'informations, plus d'engagement, plus de dialogue, et ainsi de driver le financement vers des activités en effet plus durables, en tout cas en meilleure connaissance de cause. Très bien, donc on comprend qu'on a besoin d'une réglementation plus claire, plus lisible, plus de transparence. Il faut aussi laisser le temps à tout ça de se mettre en place, et on comprend aussi que les différentes réglementations se parlent, elles sont liées, ça ne sort pas de nulle part. Mais aujourd'hui, du coup, si on est typiquement un investisseur, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on doit chercher le greenfin? Est-ce qu'on doit chercher absolument de l'exclusion? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Comme je disais, en fait, chaque label a ses spécificités, c'est-à-dire que Greenfin, on va cibler des éco-activités très précises, la mobilité bas carbone, l'agriculture durable, etc. Donc, on va vraiment aller cibler des entreprises qui vont développer des solutions très innovantes pour la transition climatique autour justement de toutes ces éco-activités. ISR, et là, je rejoins un petit peu plus le propos de Xavier, c'est qu'il faut tenir compte également du profil de l'investisseur qu'on a en face, de ses appétences, à la fois au risque, à la fois son projet d'investissement, ce qu'il épargne pour sa retraite, pour un projet d'investissement immobilier ou autre. Et ça, avec typiquement un label Greenfin, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, on a des fonds labellisés Greenfin. Alors là, je parle vraiment purement côté asset management, mais qui sont souvent risqués et volatiles et qui ne s'adaptent pas à tous les profils d'épargnants. Le label ISR, pour moi, il peut justement combler ce manque, parce qu'il permet justement d'aller chercher une diversification beaucoup plus forte, que ce soit sur le plan géographique ou sectoriel. Nous, c'est d'ailleurs ce qu'on fait chez Goodvest, c'est-à-dire qu'on a une allocation stratégique qui n'est pas 100% Greenfin, qui va avoir des fonds labellisés ISR, parce qu'il y a des très bons fonds labellisés ISR, d'ailleurs. Tous les fonds ISR ne sont pas achetés à la poubelle, au contraire, et qui nous permet justement d'aller offrir une diversification très forte à nos clients, tout en conciliant nos objectifs extra-financiers, alignement avec l'accord de Paris, exclusion sectorielle. Donc voilà, ça tient vraiment au profil de l'épargnant qu'on a en face. C'est ça c'est la question qu'il faut se poser. Quel est aujourd'hui mon projet d'investissement? Est-ce que j'épargne sur un horizon très long? Est-ce que je suis appétent ou non au risque? Tout ça, c'est des questions que doivent se poser les épargnants avant. Et après, chercher un petit peu plus, parfois, ou alors se faire accompagner par un tiers de confiance, mais également l'épargnant a le droit d'aller regarder justement un petit peu plus en détail l'objectif d'investissement d'un fonds, la philosophie d'investissement, de demander à son conseiller dans quoi ce fonds d'investissement en particulier investit, parce que c'est bien beau d'avoir marqué ISR ou Clean Energy ou autre, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement à l'intérieur? Et ça, l'épargnant est en droit de le faire. Il ne pose pas toujours la question, mais il est en droit de le faire. Donc voilà, un petit peu mes conseils pour l'investisseur. Très bien. Et du côté entreprise maintenant, si on est une entreprise aujourd'hui,
à quoi on doit faire attention? Est-ce que ça veut dire se préparer en amont à CSRD, mettre déjà les bonnes infos dans son rapport extra-financier? Ça peut être aussi de rendre directement ces critères auditables. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, Marianne, tu peux commencer? Oui, je rebondis un petit peu sur Mathieu, après je passe sur les entreprises, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui aussi pour l'épargnant, c'est que tout à chacun, il y a un vrai enjeu de formation des conseillers en agence bancaire, des conseillers, parce qu'en fait, tout le monde veut savoir maintenant, en disant, surtout les jeunes, sur dans quoi je vais investir, et ils vont poser des questions. Donc, il y a de plus en plus de choses qui sont disponibles, comme des applications comme Rift, qui sont gratuites et qui vont permettre déjà de se dire votre compte courant, votre livret A, votre assurance vie, dans quoi vous investissez. Donc, ça permet déjà de screener. Enfin, Goodvest fait déjà aussi ce travail de screening, de transparence des fonds, de sélection des fonds pour proposer quelque chose de déjà un peu screené pour revue un peu ISR. Mais personne va arriver en disant je veux un label Greenfin, je veux un label ISR. Je suis tout à fait d'accord. Ils vont me dire moi, j'aimerais bien investir dans la préservation de la biodiversité, quelque chose qui est bien pour la planète, pour la diversité homme-femme. En fait, on va plutôt parler de choses très concrètes. Et ça, c'est un vrai travail après de l'intermédiaire financier, de se dire ah bah si vous voulez investir dans telle thématique, je vais vous proposer ça et ça. Et je suis tout à fait d'accord aussi qu'il y a un sujet de performance, parce qu'aujourd'hui, en fait, si j'ai besoin de sécurité, donc forcément, je vais avoir un petit coussin obligataire, j'ai besoin de plein de choses au-delà de mes convictions. Et donc là encore, c'est de la pédagogie pour te dire, si vous investissez là, attention, vous aurez peut-être un peu moins de performance. Parce que si tout le monde a envie de sauver la planète, effectivement, il y a la retraite. Enfin, voilà, qui est de plus en plus loin. Mais sur la ligne de mire, en se disant, bah, en fait, j'aimerais bien aussi avoir un rendement. Donc, c'est toujours aussi cette dualité qu'il faut garder en tête. Après, si on part sur la CSRD, il y a un vrai enjeu, et il faut dire que la plupart des réglementations aujourd'hui dans le monde se basent sur la TCFD, donc un autre acronyme, donc la Task Force for Climate Related Financial Disclosure, qui va justement, au-delà des métriques, se dire, il y a quand même 3 piliers. Quelle est ma stratégie autour du climat? Quelle gouvernance je vais mettre en place pour suivre cette stratégie? À quel niveau de ma gestion des risques je vais l'impliquer? Donc, gestion opérationnelle pour les entreprises, même gestion du risque de crédit pour les banques. Et après, effectivement, il y a les métriques. Et donc, en fait, la CSRD va aussi prendre beaucoup de choses qualitatives. Donc, au-delà des 900 points de données qui vont être demandés pour des petites PME qui vont devoir effectivement se mettre en ordre de marche pour collecter toute cette information et la communiquer et la discloser, il y a toute une réflexion autour de quelle est ma transition, quelle est ma stratégie. Et je pense que ça, c'est important aussi d'avoir cette notion vraiment de réflexion de comment je me projette, parce qu'aujourd'hui, un bilan carbone, on voit ça comme une contrainte en disant, OK, il faut que je le fasse une fois par an, pas encore une fois par an, mais il faut que je disclose un chiffre, alors qu'en fait, si on le voit comme une opportunité, en se disant, ça va me permettre d'identifier sur toute ma chaîne de valeur, mes fournisseurs, mon réseau de distribution. En fait, si on voit ça comme une opportunité pour se remettre en cause et avancer et transitionner et être plus performant demain, c'est comme ça qu'on doit présenter un peu la mission CSRD aux entreprises, parce que sinon, c'est une tâche immense qui va leur être imposée, et donc il faut qu'elles y voient quand même une opportunité de se repenser. Nous évaluons chez Etifinance 2500 sociétés cotées en Europe. En fait, on est spécialisé principalement dans les valeurs de taille intermédiaire. On couvre de plus en plus de grandes valeurs et plusieurs centaines, voire plusieurs milliers dans le non coté. Et en effet, c'est une gageure. Et quand on voit ce qui attend les entreprises en matière de communication, ça va être en effet extrêmement compliqué. Ceci étant dit, on a parlé de l'environnement, il faut aussi parler de la dimension sociale. Il y a la taxonomie, les 4 nouveaux objectifs de la taxonomie verte sont en cours de consultation. La taxonomie sociale, je crois, était un peu décalée. Mais finalement, au-delà du seul sujet climat, il faut considérer que les entreprises doivent se saisir de l'ensemble de la dimension non financière ou extra-financière, et que ça fait partie de la performance tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une performance financière d'un côté et une performance extra-financière de l'autre. La problématique de salariés, de turnover, c'est un vrai sujet. Les problématiques de gouvernance peuvent avoir, on a des cas récents, peuvent avoir des impacts très importants sur le cours de bourse, tout simplement sur la valeur de l'entreprise. Donc, c'est une vision globale. Les entreprises vont devoir rapporter de plus en plus, mais ça correspond aussi au monde dans lequel nous sommes. Il n'y aura plus demain un seul financement qui ne regardera pas la dimension extra-financière de l'entreprise.
tu l'évoquais à l'instant, c'est vrai sur les loans, c'est vrai sur le marché obligataire, c'est vrai dans le private equity, c'est vrai bien entendu en bourse, mais ce sera vrai de moins dans d'autres activités de financement, du crédit bail, que sais-je encore. Donc premièrement, ça fait partie d'une obligation qui est faite maintenant aux entreprises de travailler, de communiquer sur ce sujet parce que c'est une condition de financement, parce qu'en face de ça, ceux qui ont des flux financiers sont soumis à des réglementations, sont soumis à la propre pression de leurs investisseurs ou de leurs clients, et donc il va y avoir un phénomène de ricochet. La deuxième chose, c'est aussi important en tant qu'employeur. On aura du mal à attirer demain des jeunes talents si on ne met pas en cette dimension à l'ordre du jour, si on ne communique pas dessus et s'il n'y a pas des choses officielles et des engagements qui sont pris. C'est important pour les donneurs d'ordre. Bien entendu, demain, il y aura des sélections qui seront faites en fonction de la qualité ou non de l'entreprise en question. Nous travaillons, par exemple, avec la Fédération nationale des transports routiers sur un label transport responsable afin d'identifier des entreprises de transport qui sont en train de mettre en œuvre des solutions plus durables et ainsi d'être privilégiés dans un développement de leur activité dont on sait bien qu'elle est indispensable et dont la transition est bien compliquée. Et puis, c'est de la performance tout court. Et ça, je pense il faut qu'on arrive à démontrer, et on verra ça, je pense, d'ici quelques années, qu'on crée de la richesse en monitorant sa performance extra-financière. On ne parle pas encore de taxe carbone, mais si on imaginait demain une taxe carbone, et c'est ce que l'on fait lorsque l'on fait des stress tests climat, où on va choquer le risque en mettant un prix du carbone, eh bien, on s'aperçoit de ce que ça représente en tant que tel. Donc, au-delà de tout ça et de cette réglementation, ça permet aussi aux entreprises, qu'ils savaient pour beaucoup d'entre elles, mais c'est une prise en compte maintenant automatique, systématique de cette dimension, parce qu'elle fait partie tout simplement de la vie d'entreprise et de sa condition de développement, de sa condition de recrutement, de ses conditions de financement et de ses conditions souvent commerciales. Juste pour revenir sur ce que disait Xavier, c'est très intéressant toute la partie performance globale. Ça me fait penser, on parlait uniquement sur la partie bancaire, hein, notamment Crédit Mutuel Arkea qui, il y a 3 semaines, un mois, je crois, a publié justement les chiffres à la fois de sa performance financière et la performance extra-financière et qui a réussi à chiffrer son impact justement sur l'environnement. Moi, je pense, conviction, je pense que ça, c'est un modèle vers lequel on doit tendre. Alors certes, son impact sur l'environnement chiffré est négatif aujourd'hui, hein, de l'ordre de 1 milliard, je crois, 1 milliard d'euros, mais c'est un bon exemple. Là, je parle vraiment juste sur le modèle bancaire. Hein. C'est un bon exemple que certaines banques devraient suivre, justement, de pouvoir chiffrer cette performance extra-financière dans sa performance globale. Donc ça, c'est un point très important. C'est d'autant plus vrai que les acteurs financiers doivent eux aussi communiquer sur la taxonomie et donc la façon dont ils financent ou pas les fameuses activités durables vertes. Tu parlais aussi, Arthur, d'auditabilité. Je pense qu'avec la CSRD, je suis tout à fait d'accord, Xavier, c'est que les données extra-financières et les données financières seront exactement au même niveau. Et c'est ce qu'on voit aussi, ce qui va peut-être se passer aux États-Unis avec la SEC, c'est que ça va être le DAF, donc le CFO, qui va devoir signer les données extra-financières à côté de son compte de résultat. Et donc, il y aura vraiment une exigence de fiabilité avec un tiers externe, avec un auditeur, et donc un véritable piste d'audit sur toute la chaîne de valeur. Et ça, c'est très important. Et donc, finalement, cette taxe carbone qui va finalement bientôt arriver, je suis assez d'accord, c'est qu'on parle beaucoup des super profits des grands pétroliers aujourd'hui. Si on applique une taxe carbone de $250, comme ce qui est recommandé par l'AIE pour une trajectoire net zéro en 2050, tout ça veut dire que tous ces grands pétroliers font faillite en fait avec cette taxe carbone. Et donc, je pense que intégrer les externalités négatives, quand on prend en compte une décision d'investissement, c'est clé parce que si on voit vraiment à très court terme, on se dit je vais plutôt investir dans Total parce que je vais finalement, en termes de performance, je vais avoir un meilleur rendement plutôt qu'une activité verte ou des énergies renouvelables qui aujourd'hui sont un peu moins performantes. Mais sur un investissement à long terme, finalement, je fais le pari que d'ici 5, même 10 ans max, en fait, il va vraiment y avoir beaucoup de changements en fait dans l'économie avec beaucoup de réglementations sur plein de choses, des taxes carbone, des produits qui vont être interdits dans beaucoup de continents. Et donc, il faut anticiper tout ça. Et donc, si il n'y a plus de voitures thermiques en 2035, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut changer les chaînes de production. Donc, il y a plein de choses qu'il faut anticiper. En fait, le climat, c'est une question d'anticipation. Et donc, effectivement, on peut commencer à jouer à se faire peur avec des taxes carbone un peu hautes. Mais de toute façon, ça va être progressif. Mais quelque part, ça permet aussi d'anticiper l'avenir et de commencer à transitionner.
La seule limite, c'est l'universalité de tout cela, parce qu'on sait, et tu évoquais à l'instant les États-Unis, qu'il n'y a pas la même vision nécessairement de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, on a la vision de la double matérialité, c'est-à-dire en effet la matérialité financière du changement climatique, enfin, l'adaptation sur les business models des entreprises, mais aussi l'impact des entreprises sur l'environnement au sens général du terme. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. On voit le non-ESG, le mouvement se développer dans certains États qui sont souvent des États producteurs d'énergie fossile. Et il faut faire attention que notre paquet européen qui préserve cet équilibre entre, d'un côté, la vision économique du business model, mais aussi l'impact sur le climat, ne passe pas sous des normes purement financières, où on ne regarderait plus que le risque financier associé à tous ces sujets, et qui changerait singulièrement la donne. Il y a beaucoup de débats en ce moment. Espérons que les positions se rapprochent entre les FRAG européennes et puis les acteurs américains. Merci beaucoup. Une petite dernière question un peu plus ouverte. On a parlé d'auditabilité des critères, des différents reportings par les différents acteurs. On comprend qu'il y en a une partie qui est vérifiée par l'AMF. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nécessité dans le futur d'avoir un gendarme spécifique à ces questions de durabilité? Et est-ce que ce gendarme doit gérer, on va dire, les reportings extra-financiers des entreprises, les sujets d'investissement? Est-ce que c'est le rôle de l'AMF ou est-ce qu'il doit y avoir quelque chose d'un peu plus large de créer? Je vais peut-être commencer. Moi, je n'ai pas la réponse effectivement à potentiellement cette question, mais l'AMF commence à s'en saisir. On le voit, ils l'ont annoncé, hein, ils veulent devenir un petit peu le gendarme de la durabilité. Ils ont commencé avec des études, ils veulent de plus en plus lutter justement contre le greenwashing. Donc, je pense que déjà que l'AMF s'en saisisse, qui a quand même un rôle primordial qui est la protection de l'épargnant, de l'investisseur final, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'un deuxième établissement doit s'en saisir? Pourquoi pas, mais toujours avec à travailler en tout cas main dans la main avec cette autorité qu'est l'AMF, justement, qui va avoir pour mission de protéger l'épargnant final. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Alors, on parle beaucoup de réglementation. Etifinance, qui est une agence ESG, nous allons probablement demain, pour une partie de nos activités, être réglementés au niveau européen. Mais ça m'inspire deux remarques. La première, c'est attention au fait que nous vivons dans une Europe qui n'est pas parfaitement homogène sur l'application de ces directives. On parlait des CFDR tout à l'heure. Il y a quelques différences d'application entre une vision assez forte des CFDR en France et une vision qui peut l'être moindre sur certains pays limitrophes, généralement plutôt sujets à une certaine libéralisme en matière réglementaire. Donc ça, c'est la première des choses. Attention que nous gardions aussi notre position concurrentielle tout en respectant les règles et faisons en sorte que les règles soient bien appliquées de la même façon au niveau européen. Ça me paraît important pour tous les acteurs de la gestion d'actifs qui jouent un rôle primordial dans tout ceci. La deuxième chose, bien sûr, il faut de la réglementation et donc il faut quelqu'un pour contrôler le respect de la réglementation. Il faut aussi faire confiance au marché. Il faut à tout prix que les professionnels jouent leur rôle et fassent le tri entre les bons produits et les mauvais produits et fassent, comme ils le font en matière de performance financière, fassent le tri, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, en matière extra-financière. Faisons aussi un peu confiance aux professionnels pour choisir les meilleurs produits et les recommander à leurs clients particuliers. Quant aux professionnels, ils portent bien leur nom, à eux de faire leurs études, à eux de s'intéresser aux entreprises, de ne pas prendre uniquement les données extra-financières pour faire de l'exclusion, à regarder les plans de transition, à engager les entreprises, à faire leur travail, j'avais envie de dire, de professionnels d'analyse. Et sur le conseil, il y a quand même un aspect formation qui est très important parce que ces conseillers sont quand même la première façade vis-à-vis des épargnants. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont pas formés. Donc, je rejoins ce que disaient Xavier et Marianne. Il y a un gros aspect formation vis-à-vis de ces conseillers qui est vraiment nécessaire, qui est primordial justement pour parvenir à cela. Donc, je suis d'accord. Donc, je vais essayer de faire une autre ouverture. En fait, aujourd'hui, la réglementation, notamment européenne, CSRD et SFDR, on essaye d'harmoniser un peu la définition des métriques pour qu'on puisse reporter à peu près la même chose et qu'on puisse comparer les choses entre elles. Et il y aura effectivement des tiers de confiance, les third party insurance qui sont écrits dans la réglementation pour
pour voilà, auditer et ticker la case. Donc, il y a déjà pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on passe quand même énormément de temps à collecter l'information, à produire des reportings et beaucoup moins de temps sur l'analyse et effectivement la définition de plan d'action, la définition de trajectoire, que ce soit sur le climat ou la biodiversité ou le social. Mais il y a quand même un vrai enjeu de... voilà, on n'a plus vraiment beaucoup de temps pour faire la transition. Et donc, il faut quand même aussi que les professionnels, les asset managers, les entreprises passent aussi plus de temps en fait sur la seconde partie qui est la gouvernance de la transition. Et donc je pense que voilà, il y a beaucoup de sujets de formation, de métriques, d'auditabilité, de transparence certes, mais il faut aussi utiliser toutes ces ressources qui seront après disponibles pour faire des choix d'investissement, des choix de développement. Et voilà, je pense que c'est un peu la note d'ouverture. Merci beaucoup et merci à tous les trois pour vos contributions. Peut-être que l'on peut passer aux questions. Je ne sais pas si dans le public il y en a ou en ligne. Bonjour, Thomas Boideau, Société Lamarque. Je suis forcément très sensibilisé à tout ce que vous dites autour de l'investissement responsable. Pour nous, il y a un problème qui est majeur par rapport à ce que vous avez évoqué sur la fin. On parle d'horizon de temps, on parle de rendement court terme et d'investissement long terme. Ce qu'on peut voir, nous, en termes de réglementation bancaire, c'est que pour l'instant, évidemment, les risques climatiques et environnementaux ou les risques ESG, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en compte dans la capitalisation des banques et ce n'est pas encore pris en compte, justement, dans les principales mesures réglementaires, notamment tout ce qui est fonds propres associés au pilier 1. Quand est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une porte de sortie pour répondre à cette problématique? Parce que tant qu'on est sur de l'investissement et qu'on n'est pas capable d'intégrer dans du risque de marché un risque climatique et environnemental potentiellement lié à un risque de transition, on pourra toujours se dire je vais rester sur du Total, sur autre chose à fort bilan carbone. Tant que ça marche, de toute façon, pour l'instant, le risque de marché n'intègre pas du tout ces éléments-là et il est considéré comme même nul par pas mal d'acteurs bancaires avec qui on a eu l'occasion de discuter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de cette situation et passer justement à un cadre où l'extra-financier est vraiment intégré dans le financier? Alors, je suis un peu d'accord que les premiers exercices de stress test de la CPR ou de la BCE ont essayé de coller un peu avec les modèles de risque de stress test crédit existants, donc plutôt on va dire des scénarios macroéconomiques, alors qu'on sait que le climat dépasse un petit peu un impact de PIB ou autre, et qu'il y a un effet en chaîne qui est difficile à simuler en termes d'hypothèses. Donc effectivement, les premiers résultats des stress tests climatiques ces dernières années n'ont pas été assez effrayants, on va dire, pour que les banques se remettent complètement en question. Après, il y a des choses qui ont été mises en place, comme chez Natixis, dans leur banque de grande clientèle, où ils ont implémenté le Green Weighting Factor. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que sans impacter leur ratio prudentiel officiel, ils ont quand même impacté les décisions de crédit en risk-weighted assets. Donc, quand même, en disant qu'un investissement qui était plutôt vert allait avoir un coût du capital moins élevé qu'un investissement finalement pas en ligne avec un impact négatif sur la planète, donc avec d'autres critères que juste le carbone. Mais on voit que finalement, quand on touche un peu à la colonne vertébrale d'une banque, c'est-à-dire les risques, et qu'on intègre en fait ces process avec une formation de tous les conseillers pour expliquer à leurs clients pourquoi le dossier n'a pas été sélectionné, jusque les risques, les opérations, etc. Il y a eu quand même un gros effort de formation et depuis 2 ans, il y a quand même une réallocation de financement vers des projets beaucoup plus verts, donc de transition aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, même sans attendre la réglementation, il y a déjà des initiatives qui peuvent être mises en place avec des impacts qui marchent.
ça peut être aussi un exemple. Mais là encore, je suis d'accord avec Xavier. Il ne faut pas que si l'Europe ou la France mettent en place des coûts du capital super élevés avec des critères extra-financiers, on va avoir un problème de compétitivité parce que autant dire qu'en Asie, ils ne sont pas encore. Enfin, déjà, BAL 3 n'existe pas. Et donc, et de l'autre côté de l'Atlantique non plus. Donc, en fait, il faut aussi réfléchir que pour qu'on ait de l'impact, il faut quand même qu'on continue à financer des projets. Donc, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui sont émergentes. On est d'accord qu'aujourd'hui, le stress test climatique peut être amélioré. On est d'accord qu'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, mais au moins, c'est un début. Et puis, ça va permettre aussi aux acteurs financiers, aux équipes de risque, de se former un petit peu à ces scénarios climatiques, que ça soit sur la transition et encore plus sur l'adaptation, qui est encore plus difficile à modéliser. Vous devez savoir chez la marque. Donc voilà, après Xavier. Non, mais c'est en marche. J'aurais dû préciser, Etifinance, nous sommes également une agence crédit ESMA. Et nous avons intégré cette obligation maintenant, mais nous avons intégré depuis un certain temps le risque ESG dans la notation crédit. Donc c'est un fait, c'est une réalité. Et nous travaillons aujourd'hui pour des stress tests climat dans des banques. Nous avons des équipes qui intègrent le risque physique également dans les modalités de risque de crédit. Donc c'est en marche. Et puis c'est pas que les banques, on voit l'IOPA, c'est ému pour les stress tests, pour les fonds de pension. Donc encore une fois, on est dans une matière qui est nouvelle. On n'en parlait pas il y a 3-4 ans. Ça va quand même très vite. Pour être un ancien des marchés financiers, j'ai vu parfois des choses changer plus lentement. Donc, peut-être que ce n'est pas suffisamment rapide. Il faut bien entendu garder en tête cette problématique de compétitivité. Et je me rappelle ce que disait le patron de BPI France. Il y a un moment où on est obligé de financer l'économie carbonée d'aujourd'hui pour qu'elle fasse une transition. Sinon, on va financer quelques activités et la majorité des autres, enfin celles qui sont éligibles, concernées, elles vont s'arrêter. Donc, ce n'est pas possible. Il faut vivre cette période particulière. BPI France a dit qu'ils allaient noircir un petit peu leur bilan pour justement faire entrer les entreprises dans ces phases de transition. Moi, j'ai le sentiment que c'est en marche. Peut-être pas suffisamment vite, mais c'est en marche. Si je me permets de rebondir sur le sujet des stress tests climatiques et du monde bancaire, je pense que la volonté d'avoir fait un stress test par la BCE, que ça respecte aussi ce qui existe déjà en termes de modélisation sur les stress tests, que ce soit pour IFRS ou les stress tests EBA, c'est une volonté de la BCE d'essayer d'intégrer ce risque climatique dans un framework qui existe déjà. Et ce qu'on peut espérer dans un monde idéal, c'est qu'un jour, on n'ait plus que des scénarios économiques, mais des scénarios économiques et qui prennent en compte l'évolution du climat. Et donc, du coup, ça touche directement les provisions des banques ou certains de leurs ratios. Et je pense que l'avenir et le monde idéal, en tout cas du point de vue bancaire, il est ici, parce que ça veut dire qu'on obligerait, on n'obligerait pas, mais on rendrait le coût du risque plus important pour les sociétés qui sont polluantes et qui sont non durables. Merci. Geneviève Boucher, moi, vous dites, ça fait pas longtemps que vous vous occupez de ces questions-là. Moi, j'ai travaillé dans la commission développement durable des experts comptables de 2006 à 2011. Donc, ça fait quand même un moment. Hein. Et on avait un mal fou à s'en sortir parce que les indicateurs hors bilan qu'on fabriquait, ils étaient déclaratifs. Donc, et puis en plus, on pataugeait un peu dans la choucroute parce que c'était très intellectuel. Le réchauffement climatique, il était en devenir, il n'était pas avéré, donc ça arrangeait pas trop les choses. Moi, j'ai une question à poser. Quand je vous écoute, je vois que ça avance bien, bon, c'est pas mal, mais est-ce que la tringlerie qui est derrière tout ça va avoir l'agilité pour réagir, pour louvoyer, parce que c'est que des choses en devenir. C'est un modèle de société qui est en train d'apparaître et qui doit prendre sa compétitivité dans un monde qui a un autre mécanisme de compétitivité. On a fait une allusion cachée à la Chine. Bon, voilà. J'ai 2 exemples en tête que j'ai relevés dans vos propos. Le premier, c'est que ces contraintes, elles s'appliquent pas aux petites entreprises. On comprend très bien pourquoi. Ça coûte très cher
cher de fabriquer ces indicateurs hors bilan. Moi, je me souviens à France Télécom, quand Orange s'appelait France Télécom, notre souci, c'était pas du tout l'environnement écologique, c'était l'environnement social. Or, en fait, on avait des activités qui étaient assez confidentielles. Et donc, une activité confidentielle, on faisait une petite filiale dans un coin pour échapper aux règles de présence des syndicats. Voilà. Donc là, je vois bien ce qui est, et ça, c'est en train de se passer. Pour échapper aux règles, on fait une petite boîte dans un coin et on fait ce qu'on veut. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième exemple que j'ai relevé où on voit qu'il faut de l'agilité, c'est l'allusion au nucléaire. Donc, le nucléaire, ça a été vilipendé avec force. On voyait bien qu'il y avait de l'idéologie derrière, etc. Bon, on n'arrivait pas à avoir une discussion sereine sur la question. Bon, donc, il est banni dans les indicateurs hors bilan, ça va pas. Et puis là, bon, il y a Glucksmann qui sort son livre, mais on n'avait pas attendu Glucksmann pour savoir ce qu'il en était, hein, et on découvre que la question, elle est bien plus compliquée que ça, et que finalement, le nucléaire, c'est un pis-aller qui n'est pas durable, mais il va falloir en passer par là. Voilà. Donc, je vois que cette tringlerie, elle va nécessiter une agilité totale. Est-ce que vous la sentez, cette capacité d'agilité ? Il y a 15 ans, moi, je travaillais chez Euronext, j'avais lancé le premier indice bas carbone. Il n'existait pas, premier indice au monde. C'était la place de Paris qui l'a lancé. Ça a été un flop. Ça n'intéressait personne. C'était il y a 15 ans. Et donc, ça veut... Oui, mais que des experts. Ce n'était pas du tout un sujet, comme on dit, mainstream. Donc, c'était il y a 15 ans. 15 ans, le temps, c'est un camp de cours. La deuxième chose sur CSRD, je rappelle qu'il y a un certain nombre d'éléments. Effectivement, les entreprises, ça va toucher les entreprises de 250 salariés sous conditions de chiffre d'affaires et de bilan, c'est-à-dire des petites ETI. C'est quand même 50 000 entreprises en Europe et je crois 17 000 en France qui vont être obligées de reporter sur une quantité assez importante d'indicateurs, pour le moins. Donc, ça concerne beaucoup d'entreprises. Des données d'ailleurs, je rappelle, je crois que les représentants du personnel devront être consultés. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, la transparence, elle va se développer et il me semble que les pratiques devraient avoir changé, y compris dans les groupes que vous citiez précédemment, du fait justement de la pression des investisseurs et de l'intérêt des salariés. Et puis des médias qui sont probablement plus enclins maintenant et plus agiles pour reprendre le terme. Et la troisième chose sur tous ces sujets, encore une fois, oui, il y a de l'agilité. Enfin, on voit les choses évoluer. Toutes les entreprises vont y aller parce que même les entreprises de 150 salariés qui demain devront se financer auprès d'une banque ou auprès d'un fonds de private equity, probablement qu'une partie, peut-être pas tout, mais une partie de ce qui serait exigé par CSRD va devenir la norme. D'ailleurs, on incite les entreprises à utiliser tout ou partie. Et on le voit d'ailleurs d'ores et déjà. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas soumises à NFRD, qui sont déjà en train de rapporter tout simplement parce que leurs banquiers, leurs investisseurs leur demandent ou parce qu'elles ont intérêt à le faire parce que le financement est un peu moins cher et c'est l'occasion d'en profiter. Donc, oui, je pense que ça va se mettre en place et j'ai une vision pour ma part. Bien sûr, ça va être compliqué, c'est difficile, mais c'est en marche. Non, je suis d'accord, mais tu parlais pour trouver des investissements, mais même tout simplement pour gagner des contrats. Enfin, on voit que beaucoup de contrats maintenant, pour être fournisseur, il faut déclarer un bilan carbone. Donc finalement, ça devient un peu plus quelque chose d'optionnel, mais quelque chose d'obligatoire en fait pour pouvoir opérer son activité, effectivement, trouver des financements. Et je pense que la différence aussi, c'est qu'on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a eu le Covid et on a bien vu que finalement, c'est un peu ce qui nous attend à très court terme pour le changement climatique, c'est-à-dire que si ma chaîne de valeur elle est coupée, si j'ai pas accès à mes fournisseurs, si je peux pas livrer mes produits parce que ma chaîne de distribution est cassée, finalement, mon entreprise va pas survivre. Ce qu'on a vécu là ces dernières années avec les dérèglements climatiques, les inondations, etc., on a bien vu que finalement, c'est en train d'arriver, donc tout le monde commence à en prendre conscience. Alors, il y a des ressources financières et humaines qui sont effectivement clés pour les entreprises, les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne. Mais je pense que de toute manière, ça va devenir une normalité au même titre que publier son compte de résultats. Et donc, au final, l'agilité va être là. Après, il y a quand même des règles sur... alors en français, les operational boundaries, etc. Enfin, pour faire un bilan carbone, il y a quand même des règles. Donc, même si on fait une filiale à côté,
quelque part, ça tombe quand même dans le clou du reporting. Et c'est pour ça qu'il y a des auditeurs qui vont arriver. Et donc, au-delà du bilan carbone et de toutes ces données ESG vont être obligatoires et vont être coupées. Donc, effectivement. Dernier point sur l'aspect déclaratif, un certain nombre d'entre elles devront être vérifiées. L'aliment taxonomie doit être vérifié. Le bilan carbone, on ne le fait pas tout seul. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont vérifiés. Et puis, sur les marchés, généralement, et dans le ESG en particulier, on utilise aussi les controverses, c'est-à-dire que l'on ne se satisfait pas uniquement des déclarations faites par les entreprises. Je pense aux entreprises les plus importantes ou qu'on trouve dans les portefeuilles. On va également vérifier s'il n'y a pas des controverses qui sont rapportées par des parties prenantes externes dans la presse ou par ailleurs. Et le rôle d'une agence comme Etifinance, par exemple, ça va être de vérifier la véracité, de déterminer le niveau de gravité pour faire un contrepoids à ce que l'entreprise peut dire, première chose, et deuxièmement, pour informer le marché des investisseurs du risque potentiel que cela peut représenter en réputation, mais aussi en modèle économique. On sait qu'il y a des entreprises récemment qui ont été prises dans des controverses très importantes et qui se sont retrouvées dans des situations économiques et financières très, très, très difficiles. Donc, c'est équilibré, mais je pense encore une fois que c'est en marche et le système dans son ensemble va fonctionner, enfin en tout cas va y aller, parce que dès lors que les financements sont attachés à ces dispositifs, pour les entreprises, en effet, même si ce n'est pas obligatoire, même si c'est volontaire, c'est une volonté bien dictée par la règle du marché. Si je peux très rapidement compléter, totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour moi, l'agilité est là, on voit que ça évolue. Alors, je n'ai pas la même expérience que vous sur les marchés financiers. Ça fait à peu près, moi, 6-7 ans que je suis dans... Jeune, hein, avec ça. Je ne sais pas, plusieurs dizaines d'années. En tout cas, ça fait à peu près 6-7 ans que je suis dans le milieu financier et pouvoir commencer dans un grand groupe bancaire, je vois comment ça évolue rapidement, plus rapidement que prévu. Alors, à mon sens, pas assez rapidement, c'est toujours la même chose, hein, on veut toujours que ça aille plus vite. Mais en tout cas, l'agilité est là. Il y a des contraintes qui arrivent, effectivement, mais une réglementation qui est vue par certains acteurs comme une contrainte, mais qui est, à mon sens, plus là comme une nécessité pour faire évoluer, en tout cas, les choses dans le bon sens. Donc, voilà, il y a un équilibre à trouver, comme l'a rappelé Xavier et Marianne, comme l'ont rappelé Xavier et Marianne, pardon. Mais l'agilité, en tout cas, sera toujours là et ça, j'ai aucun doute dessus. Et pour venir parce que vous avez évoqué un point sur le nucléaire, comme un point important. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Il faut trouver la sensibilité de chacun des épargnants. Il y a certains épargnants qui sont plus sensibles au nucléaire que d'autres. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est considéré, en tout cas d'un point de vue de la taxonomie, comme une activité, comme une énergie de transition. Donc, elle n'est pas bannie, c'est une énergie de transition. Certains labels excluent totalement le nucléaire, au même titre que les énergies fossiles. Nous, le parti, en tout cas, qu'on a pris chez Goodvest, c'est se concentrer sur des sources d'énergie polluantes qui sont sources d'émissions de gaz à effet de serre assez conséquentes, notamment les énergies fossiles, et dont on sait qu'elles ne sont pas compatibles avec les objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris. Le nucléaire, c'est un vaste débat. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'investissements qui permettent à un épargnant d'investir dans le nucléaire, peut-être de ne pas investir dans le nucléaire. Il faut garder aussi cette agilité, je pense, par rapport à ce niveau-là. Merci. Alors, on a une question de Youssef de Seabird. Bonjour, dans le cadre de la CSRD, existe-t-il à ce jour des méthodologies et règles spécifiques et définies, voire des guidelines, qui ont été publiées pour guider les entreprises dans leur analyse de double matérialité afin de concevoir leur matrice de durabilité? Alors, oui, ça existe. Alors après, tout est sur le site de l'EFRAG. C'est sûr que faut... Enfin, voilà. Mais donc, de toute façon, CSRD, il y a les standards, donc les fameux ESRS, European Standard Reporting Standard. Non. European Sustainability Reporting Standard, et donc qui couvre différents sujets. Donc le SRS 1, c'est sur le climat, le 4, c'est sur la biodiversité, il y a des choses sur la gouvernance, etc. Donc, et sur la double matérialité. Donc il y a plein de choses qui sont disponibles. En ce moment, il y a quand même beaucoup de webinaires aussi, beaucoup de publications pour essayer de préparer ce passage à la CSRD. On attend aussi la déclinaison et la transposition de la CSRD en France, hein, parce que le DPEF qui est sous l'égide de NFRD va aussi évoluer. Donc, il y a pas mal de choses qui sont déjà disponibles. Il y a encore des choses qui sont en consultation, donc ça pourra un peu évoluer. Comme voilà, il reste un Q&A sur SFDR tous les trimestres, alors que la réglementation est déjà live. Donc,
enfin, je veux dire, les grands principes sont déjà en ligne. Après, effectivement, il faut soit un petit peu creuser, soit il y a plus en plus de choses qui sont disponibles aujourd'hui sur le net. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'application est progressive. C'est le temps pour les entreprises qui ne sont pas dans NFRD de se préparer. Et la première préparation, c'est de définir sa politique, ses objectifs. Et donc, de ce point de vue-là, on retrouve, me semble-t-il, CSRD va introduire certes des obligations de reporting différentes, mais elle ne va pas changer le business model et la problématique à laquelle l'entreprise est confrontée. Donc, c'est le moment ou jamais, en effet, de réfléchir à sa politique, de définir ses objectifs, de définir comment rapporter, puis effectivement de se mettre en ligne avec la réglementation. Nous, ce qu'on observe aujourd'hui, ce sont les entreprises qui commencent à se préparer à cette, plutôt en termes stratégiques qu'en termes de travaux de reporting en tant que tel. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci. Merci.